Je vais aborder un des sous-chapitres de la pathologie vasculaire cérébrale qui concerne les maladies des petits vaisseaux du cerveau. Ces affections des petits vaisseaux du cerveau affectent des vaisseaux de petit calibre, bien sûr. Et il y a une première chose qu'il faut savoir, vous voyez ici l'arbre vasculaire au niveau du cortex cérébral, c'est que la densité de ces vaisseaux est considérablement différente entre la substance blanche cérébrale, où cette densité est relativement pauvre, et le cortex cérébral. Voilà encore un type de recherche où des personnes qui travaillent sur la modélisation permettent maintenant, avec des techniques donc informatiques, peuvent reconstruire l'arbre microvasculaire à partir des données d'imagerie et des modèles mathématiques. Donc ces maladies des petits vaisseaux du cerveau, on va placer le cadre. Ce sont des maladies qui touchent les vaisseaux de petit calibre. Et vous voyez ici donc à la surface du cerveau ces petits vaisseaux avec une artère. Alors généralement, ce sont des artères qui ont moins de 400 microns de diamètre qu'on retrouve dans cette pathologie. Donc les artérioles font moins de 100 microns et elles comprennent une couche de cellules musculaires lisses habituellement. Et puis les capillaires ont moins de 10 microns, n'ont pas de cellules musculaires, mais comprennent au niveau cérébral des péricytes qui assurent une activité contractile à ce niveau. Alors, quand on parle de maladies microvasculaires, il faut revenir sur l'arbre vasculaire, et Jean-Louis précédemment avait déjà présenté cette image. Et cette image est importante parce qu'elle montre deux types de vaisseaux. Vous voyez ici, en profondeur du cerveau, des artères qui sont perforantes, qui ont un réseau avec des branches qui ne communiquent pas avec les branches des artères voisines. Et ce sont des artères perforantes longues. Et vous allez voir que certaines maladies ont des lésions qui vont prédominer à la terminaison de ces artères perforantes longues. Et puis d'autres affections. Vous voyez ici, si on a les vaisseaux leptoméningés et on a des petits vaisseaux qui traversent le cortex, qui s'arrêtent au niveau des fibres en U, qu'on appelle des perforantes courtes, là aussi, en fonction des pathologies, ces vaisseaux vont être plus ou moins atteints. Alors au niveau du tronc cérébral aussi, on trouve des artères perforantes, principalement au niveau de la protubérance, alors que si vous regardez au niveau du cervelet, vous avez un réseau vasculaire dense, mais avec des communications au niveau microvasculaire entre les petites artères. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que certaines maladies, et Jean-Louis vous l'a montré tout à l'heure, comme l'angiopathie amyloïde cérébrale, va affecter essentiellement les vaisseaux à la surface du cortex cérébral et au niveau de ces perforantes courtes, où on va trouver le maximum de lésions, alors que d'autres maladies comme l'artériolosclérose liée à l'hypertension et à l'âge vont prédominer en profondeur du cerveau. Alors si on essaie de catégoriser, de regrouper un petit peu les grandes familles de maladies des petits vaisseaux, on peut les diviser en forme aiguë et en forme chronique. Et pour les formes aiguës, on va dire que c'est extrêmement rare. Pour résumer, on va avoir dans un service de neurologie avec 1000 AVC par an, on va avoir 2 ou 3 dossiers qui vont répondre à ces maladies, qui sont des maladies inflammatoires ou non inflammatoires, mais extrêmement rares. Et puis, 99% des maladies microvasculaires cérébrales sont liées en fait à des maladies chroniques de la paroi vasculaire. La principale, c'est celle qui est liée à l'âge, à l'hypertension artérielle, l'artériolosclérose, parfois la lipohyalinose, enfin, ces maladies fréquentes. Et souvent, dans la littérature, on les appelle les sporadic small vessel disease, juste pour bien comprendre ce terme. Alors, on va séparer de cette grande catégorie, qui est une autre grande catégorie, qui est l'angiopathie amyloïde cérébrale, dont la prévalence augmente considérablement avec l'âge.
Et puis, on a les maladies des petits vaisseaux du cerveau qui sont d'origine héréditaire. Il y en a beaucoup, vous verrez. Et CADASIL est une des affections que nous, on aime beaucoup, puisque on travaille sur cette affection depuis maintenant plus de 20 ans. Et je vais vous présenter quelques travaux de recherche à ce sujet. Donc si je reprends toujours les maladies des petits vaisseaux du cerveau, eh bien elles sont impliquées dans un très grand nombre d'événements d'AVC. Alors ici, vous voyez, c'est 15% des AVC sont des hémorragies cérébrales et plus de 2 hémorragies, même plus 3 hémorragies sur 4 sont bien en rapport avec une maladie des petites artères cérébrales, le plus souvent liée à l'hypertension. Mais aussi, dans les accidents ischémiques cérébraux, bien 25% sont liés à une atteinte des petites artères cérébrales, à l'occlusion ou à une maladie d'une petite artère. Et vous voyez, donc, c'est un AVC sur 4 ischémiques et 3 AVC sur 4 hémorragiques qui sont liés à une maladie des petites artères cérébrales. En réalité, et je vais reprendre les commentaires de Jean-Louis précédemment, en réalité, l'accident vasculaire cérébral n'est qu'une des manifestations des maladies des petits vaisseaux. Les maladies des petits vaisseaux cérébraux sont responsables de lésions cérébrales et sont impliquées dans la survenue de dépression chez le sujet âgé en particulier. Elles sont, ces maladies, responsables de troubles de la marche, de troubles de l'équilibre, et elles sont impliquées dans le déclin cognitif. Et quand on regarde en parallèle ce que l'on peut voir à l'imagerie cérébrale comme type de lésion, eh bien, on voit des petits infarctus cérébraux, donc ça c'est facile à comprendre. On a aussi des lésions de la substance blanche cérébrale, qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche sur les séquences en T2 ou en flair. On a des micro-saignements ou des hémorragies plus importantes. On peut voir aussi d'autres anomalies qui sont liées à ces atteintes des petits vaisseaux, comme les espaces dilatés périvasculaires, qui sont un marqueur d'atteinte microvasculaire, mais aussi l'atrophie cérébrale, qui est un marqueur très important associé aux maladies des petites artères cérébrales. Alors voilà 3 lésions caractéristiques des maladies des petits vaisseaux, des hypersignaux de la substance blanche, dont le sous-jacent est en fait extrêmement varié, ce qu'on appelle des microblitz, qui sont des hyposignaux sur les séquences en T2 étoiles. En fait, c'est une zone où se trouve une substance paramédique, en l'occurrence du fer, contenue dans les macrophages. Donc ce sont des tatouages, en fait, qui sont liés à des hémorragies très anciennes et de toute petite taille. Et puis des infarctus lacunaires. En fait, la lacune, c'est une cavité qui est séquelaire d'une lésion ischémique cérébrale et qu'on peut voir sur des séquences en T1 à l'imagerie cérébrale. Alors ces marqueurs d'imagerie sont importants parce qu'ils sont fréquents dans la population générale. 80 à 90% des sujets de plus de 60 ans ont des lésions de la substance blanche à l'IRM. Je dis bien 80 à 90%. Le problème, c'est l'étendue de ces lésions. Et l'étendue de ces lésions est liée très fortement à des facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces marqueurs, quand on les découvre à l'imagerie cérébrale, ont déjà une signification clinique. Et en présence d'hypersignaux de la substance blanche étendue, eh bien, je peux savoir déjà que le risque d'accident vasculaire cérébral chez le patient qui présente ces hypersignaux de la substance blanche, eh bien, il est multiplié par 2 ou 3 comparativement aux sujets qui ont une IRM sans anomalie de la substance blanche. Ces lésions, elles représentent un facteur de risque d'accidents ischémiques cérébraux, mais aussi d'hémorragie. Vous voyez une étude qui est combinée, qui est l'ARIC Study et la Cardiovascular Health Study, 4872 participants, donc 4872 IRM. Les patients ont été suivis pendant 13 ans et on a ainsi montré que la présence d'hypersignaux de la substance blanche eh bien, était associée à une augmentation, à une multiplication par 4, vous voyez, du risque d'hémorragie cérébrale, même si ce risque est très faible, et indépendamment de tous les facteurs de risque
vasculaires cérébraux. Donc les hypersignaux sont aussi un marqueur du risque d'hémorragie cérébrale. Alors ils sont aussi un marqueur de déclin cognitif. Et vous voyez ici sur une étude qui est ancienne, 2005, plus de 10 ans, eh bien qu'en fonction de l'étendue des hypersignaux de la substance blanche, eh bien après une dizaine d'années de suivi, eh bien on voit clairement que les patients qui ont des hypersignaux étendus vont avoir un déclin cognitif bien plus accéléré que ceux qui n'ont pas de lésion de la substance blanche à l'IRM en rapport avec une atteinte microvasculaire. À côté des hypersignaux, on peut voir d'autres lésions. Et alors ici, ce sont les infarctus silencieux. On fait une IRM en population générale, et bien on découvre des petites cavités qui ressemblent à des infarctus. Le sujet n'a jamais fait d'accident vasculaire cérébral, n'a jamais eu de déficit focal. Et on voit ici la fréquence, la prévalence de ces infarctus silencieux qui augmente considérablement avec l'âge. Vous voyez qu'après 80 ans, un sujet sur 3 sur son IRM présentera un petit infarctus dit silencieux. Et en fait, je n'ai pas repris ici les études, mais il y a des études de cohortes en population générale ou dans des grandes cohortes qui montrent clairement que la présence d'un petit infarctus sur l'IRM est associée à une augmentation du risque d'accident ischémique cérébral, d'hémorragie cérébrale, de déclin cognitif, voire même de démence lorsque le suivi est de longue durée. Enfin, juste un mot ici pour vous dire qu'il faut parfois à l'IRM distinguer les cavités qui sont des séquelles d'accidents ischémiques cérébraux très localisés, des espaces dilatés périvasculaires qui donnent cet aspect, parfois un petit peu en gruyère, qu'on appelle l'état criblé au niveau des noyaux gris centraux. Et vous voyez ici dans la substance blanche ces petites lésions d'allure linéaire qui sont en fait liées à un espace dilaté autour des petits vaisseaux du cerveau. Là aussi, la sévérité de ces lésions eh bien, est associée à l'âge, à l'hypertension artérielle, au sexe. Il y a une association très grande entre ces anomalies, en tout cas leur étendue, et les hypersignaux de la substance blanche et les infarctus lacunaires. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, des lésions, lorsqu'elles sont importantes au niveau de la substance blanche, elles indiquent un risque augmenté de démence dans le suivi, indépendamment des facteurs de risque connus. En résumé, on pourrait dessiner cette pyramide en termes de prévalence après l'âge de 60 ans, donc de très nombreux hypersignaux de la substance blanche, des infarctus silencieux qui peuvent avoir une prévalence qui dépasse 20 à 30%. Et puis, finalement, ces marqueurs qui sont dits silencieux ne sont que le début d'une maladie qui évolue très longtemps, sur des dizaines d'années, et qui peuvent aboutir à un accident ischémique cérébral ou à une démence. Et avec ces lésions, eh bien, on peut voir apparaître des symptômes qui sont parfois modestes, mais comme des troubles cognitifs modérés, des troubles de l'humeur, des troubles de l'équilibre, et puis finalement l'accident vasculaire et la démence à la fin. Et puis tous ces marqueurs qui sont des marqueurs du risque. Vous voyez, les hypersignaux, lorsqu'ils sont étendus, signifient un risque augmenté de 2 fois d'accident ischémique cérébral. Les accidents ischémiques, pareil. Et plus on se rapproche des lésions, eh bien, plus on se rapproche des événements. Et pour les micro-saignements, qui sont en fait des tatouages, je le rappelle, de passage d'hémoglobine à travers la paroi des vaisseaux, bien là aussi, ils sont associés à une augmentation du risque d'hémorragie cérébrale. Alors l'autre grande maladie qui est observée chez le sujet âgé en particulier, c'est l'angiopathie amyloïde cérébrale, qui touche, je vous l'avais dit, donc les vaisseaux plutôt à la superficie du cerveau, et qui vont faire que la protéine A-bêta, donc qui vient du précurseur de la protéine amyloïde, va s'accumuler dans la paroi du vaisseau et faire disparaître les composants normaux de cette paroi. Alors la prévalence de cette affection, entre l'âge de 65 et 85 ans, lorsque les personnes n'ont pas fait d'hémorragie cérébrale, eh bien, va monter de 2 à 12%, donc chez des sujets qui n'ont aucune manifestation vasculaire cérébrale.
Et ce qui est important, c'est que cette angiopathie amyloïde cérébrale, en fait, elle évolue au cours du temps et elle va être d'abord modérée ou légère pour devenir sévère lorsque toute la paroi sera remplacée par la substance amyloïde. Et c'est seulement avec cette forme sévère qu'on va voir apparaître des hémorragies cérébrales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on prend des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, eh bien 80 à 90% des patients ayant une maladie d'Alzheimer ont une forme modérée ou sévère, modérée 2 cas sur 3 et sévère 1 cas sur 3 lorsqu'on a une maladie d'Alzheimer, et que 20 à 40% des hémorragies cérébrales sont liées à une angiopathie amyloïde cérébrale. Sur le plan clinique, eh bien, on peut voir dans cette maladie eh bien, des hypersignaux de la substance blanche, et vous voyez une distribution qui est assez évocatrice d'une angiopathie amyloïde cérébrale avec une nette prédominance postérieure. Tout peut se voir, mais ce sous-groupe d'hypersignaux est très fréquemment associé aux angiopathies amyloïdes cérébrales. On voit aussi ces tatouages qu'on appelle des micro-saignements à la surface du cerveau qui sont caractéristiques de la maladie. Ici, un hématome lobaire. Et une autre expression de la maladie, c'est aussi l'apparition de dépôts de fer, finalement, à la surface du cortex cérébral, là où les petits vaisseaux saignent, et c'est ce qu'on appelle l'hémosidérose, donc au niveau des sillons corticaux. Toutes ces lésions sont en rapport avec la même maladie, qui peut être responsable donc d'hémorragie cérébrale, mais aussi associée à des déclins cognitifs à la fois par l'hématome ou la maladie associée, mais aussi de manifestations focales transitoires, en particulier lorsqu'on a ces anomalies associées souvent à des perturbations électriques finalement à la surface cérébrale. Il existe aussi des formes inflammatoires de maladies d'angiopathie amyloïde cérébrale. Vous voyez ici un patient qui a développé donc une hémiplégie qui s'est aggravée rapidement parce qu'il a un œdème qui apparaît au niveau du lobe temporal. Vous voyez l'asymétrie entre les deux lobes. Et ce patient va être traité par des corticoïdes et ces lésions de la substance blanche vont disparaître parce qu'il y a un événement inflammatoire qui survient au cours d'une maladie chronique qui est caractérisée par les micro-saignements. Alors juste un petit mot ici pour dire qu'on a aussi des marqueurs en PET qui sont utilisés dans la maladie d'Alzheimer pour marquer la substance amyloïde, qui montrent une distribution un peu différente dans l'angiopathie amyloïde cérébrale, mais qui ne permettent pas de distinguer maladie d'Alzheimer et angiopathie amyloïde lorsque ces deux affections sont associées. Alors ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de patients arriver en consultation avec une imagerie anormale et avec des micro-bleeds, par exemple, à la surface du cerveau. Et alors, on sait que ces micro-bleeds sont liés à une fuite au niveau de la paroi des petits vaisseaux. Vous voyez ici une étude histologique au même niveau, montrant une fuite au niveau d'une petite artère avec des produits du sang qui sont à l'extérieur du vaisseau et parfois dans des macrophages et qui se traduisent par ces anomalies à l'IRM. Ce qui est important, c'est que dans l'angiopathie amyloïde cérébrale, le nombre de ces micro-saignements est associé au risque hémorragique. Et vous voyez que, par exemple, si l'on a plus de 5 micro-saignements, le risque est de 50% à 5 ans de survenue d'un hématome cérébral lorsqu'on a déjà eu une hémorragie cérébrale. Donc, ce sont des marqueurs du risque que l'on va utiliser de plus en plus dans la pratique quotidienne. Alors, juste une petite pause pour vous dire quelles sont les questions et les opportunités de recherche pour les maladies microvasculaires. C'est d'identifier les facteurs génétiques impliqués dans les maladies qui sont héréditaires et sporadiques, et d'autres orateurs vont détailler cela tout à l'heure, déterminer les mécanismes moléculaires de la dysfonction vasculaire dans ces maladies. C'est aussi comprendre les mécanismes des lésions du tissu cérébral et la dynamique, la progression de ces lésions lorsque la maladie progresse. C'est comprendre les mécanismes d'aggravation clinique
améliorer l'évaluation clinique de ces patients, qui est souvent, parce que vous voyez, il y a ceux qui travaillent sur les démences, ceux qui travaillent sur les AVC, et il faut aussi réunir finalement ces communautés pour travailler sur ces pathologies qui sont entre des domaines différents. C'est développer des nouvelles approches thérapeutiques, et là les modèles précliniques sont très utiles. Et puis c'est aussi, bien sûr, et c'est le plus important à la fin, c'est d'avoir des nouvelles approches avec des essais thérapeutiques randomisés dans ces pathologies. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà donc cas d'asile sur une maladie sur laquelle on travaille donc depuis de nombreuses années et qui est liée finalement à une mutation du gène Notch3 qui est un récepteur exprimé à la surface des cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire et en particulier de la paroi microvasculaire. Et la partie extracellulaire de ce récepteur s'accumule dans la paroi du vaisseau. On a aussi des maladies comme Carazil, qui est le versant récessif de Cadazil, qui est une maladie beaucoup plus rare que Cadazil, avec quelques cas seulement rapportés dans la littérature. Vous voyez un sujet qui a une alopécie, qui est une des caractéristiques de cette maladie, qui a 34 ans et qui a développé des lésions de la substance blanche, des infarctus cérébraux et qui a en plus des anomalies au niveau des os avec une arthrose extrêmement évoluée. Eh bien, cette maladie génétique qui est récessive est liée à la mutation d'un gène qui est une sérine protéase qui est impliquée dans la voie de signalisation, enfin dans le métabolisme et les voies de signalisation là, du TGF-bêta. Et récemment, il y a des travaux de recherche donc, au niveau moléculaire qui ont montré qu'en présence de cette mutation, eh bien, une des protéines impliquées dans la voie du TGF-bêta, qui est le LTBP1, et bien, le clivage de cette protéine était affecté, réduisant la fixation de la fibronectine à la fois sur cette protéine et dans la cellule, dans la matrice extracellulaire. Donc on voit que à partir de ces maladies, eh bien, on comprend mieux la physiopathologie de ces affections. Et puis, Elisabeth Tournier-Lasserve et son équipe ont montré récemment eh bien, ces mutations n'étaient pas impliquées, mais que d'autres variants au niveau de ce gène étaient impliqués dans des formes familiales de maladies des petites artères, dont l'expression clinique est très différente et apparaît avec l'âge. Il existe aussi des formes héréditaires de maladies d'angiopathie amyloïde cérébrale. La plus connue est liée à des mutations de la protéine amyloïde, et c'est la forme hollandaise familiale d'angiopathie amyloïde, mais d'autres protéines sur lesquelles je ne donnerai pas de détails eh bien, sont impliquées dans ce type de maladie, dans des formes héréditaires, et sont aussi des modèles d'études. Encore un autre modèle d'étude, les mutations du gène COL4A1 qui vont modifier la membrane basale des vaisseaux, et à cause d'un défaut de trimérisation de la protéine du collagène à ce niveau, et qui vont conduire sur le plan phénotypique à des tortuosités vasculaires observées au niveau de la rétine, à des anévrismes au niveau des carotides, et puis à une expression au niveau cérébral très variée. Vous voyez des espaces dilatés périvasculaires chez certains patients, une hémiatrophie chez d'autres patients, des hypersignaux de la substance blanche, voire même la survenue d'une hémorragie cérébrale. Et donc ces mutations montrent aussi, là on voit chez la souris, c'est qu'en fonction de la présence ou pas d'un traumatisme, on va voir ou pas apparaître une hémorragie cérébrale, et ce type d'anomalie fait poser des questions intéressantes sur le plan clinique chez nos malades aujourd'hui. Je reviendrai à Cadazil. Anne va vous parler des modèles animaux autour de cette maladie ultérieurement. Moi, je voudrais juste montrer ce qu'on peut faire aussi sur le plan clinique. Alors, cette maladie, elle est intéressante parce que c'est un modèle de démence vasculaire pure, puisqu'on a un marqueur génétique. On a l'origine vasculaire, c'est un récepteur à la surface de la cellule musculaire de la paroi vasculaire, donc.
et les patients ont un déclin cognitif qui apparaît avant l'âge de 65 ans, âge où apparaissent souvent les maladies dégénératives. Vous voyez ici l'histoire naturelle qu'on a obtenue à travers l'étude de patients de différentes générations. Eh bien, on voit que les lésions de la substance blanche apparaissent très tôt, les accidents ischémiques cérébraux autour de la cinquantaine, et le sujet va développer des troubles cognitifs et va s'aggraver au cours du temps. Alors, on peut faire des travaux de recherche sur l'imagerie cérébrale, et vous voyez ici la distribution en termes de prévalence, finalement, que l'on peut obtenir sur l'imagerie cérébrale, la cartographie des lésions, des lacunes observées dans une population large de plus de 300 sujets, des lacunes dans cette maladie ou des hypersignaux, et on peut ainsi, avec ces outils, mesurer et évaluer la cinétique d'apparition de ces différentes lésions. On peut aussi, en étudiant les patients, s'apercevoir que les hypersignaux de la substance blanche dans cette maladie, vous regardez ici les ventricules de ces patients qui ont le même âge, eh bien que ces hypersignaux ne sont pas toujours associés à une atrophie cérébrale, mais à l'inverse, associés à une augmentation du volume cérébral dans cette affection, pour certains hypersignaux, faisant remettre en question l'idée que les hypersignaux sont liés à une démyélinisation ou à une perte axonale. Ils peuvent être liés peut-être à d'autres mécanismes, et là, les modèles animaux peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe. L'imagerie aussi peut nous aider à mieux comprendre l'expression clinique de la maladie. Des premiers symptômes dans cette maladie, c'est un ralentissement cognitif, et on voit que la localisation des lésions dans le forceps mineur ou dans les voies thalamo-corticales, en tout cas pour les hypersignaux de la substance blanche ou les lacunes, vont avoir un rôle absolument essentiel dans l'apparition de ce ralentissement observé dès le début de la maladie. On a montré aussi que le cortex cérébral, qui semble épargné, est en réalité affecté dans cette affection, avec des modifications morphologiques à la surface du cerveau que l'on peut mesurer. On peut montrer sur le plan pathologique qu'il existe une apoptose neuronale et qui est en rapport avec l'importance des lésions sous-jacentes, et donc il existe des phénomènes dégénératifs secondaires qui apparaissent au niveau du cortex cérébral. Avec l'imagerie à très haute résolution, donc on peut détecter des micro-infarctus qui ont moins d'1 millimètre de diamètre et qui étaient jusqu'ici non détectables. Et on peut aussi regarder comment ces anomalies à la surface du cortex cérébral sont associées aux symptômes de la maladie. Et vous voyez les modifications corticales liées à l'apathie dans cette affection. Enfin, on peut essayer de regarder la cinétique de ces maladies, et on voit, voyez que les hypersignaux de la substance blanche vont s'installer relativement tôt dans cette affection, alors que les patients ont un statut relativement normal ou avec des troubles des fonctions exécutives, et que c'est l'apparition de lacunes qui va faire aggraver la maladie. Et dès lors qu'on a des troubles de la marche et de l'équilibre, eh bien on voit la maladie s'accélérer de façon considérable avec une atrophie cérébrale. Et donc ceci nous aide aussi à comprendre donc, l'évolution de la maladie et la cinétique de cette maladie pour les essais thérapeutiques demain. Alors, concernant les traitements des maladies des petits vaisseaux, je vais aller très vite, puisqu'il n'y a aucun traitement spécifique dans les maladies sporadiques des petits vaisseaux, dans l'angiopathie amyloïde ou même dans les maladies héréditaires actuellement validées. Sur le plan des traitements aigus, eh bien, en gros, pour faire simple, ce sont des sous-groupes dans des grands essais qui concernent ces pathologies, qui montrent l'efficacité de la thrombolyse à la phase aiguë dans des petits infarctus cérébraux. Et pour l'hémorragie cérébrale, eh bien, donc Jean-Louis vous l'a dit, en dehors de la réduction de la pression artérielle, peu d'options thérapeutiques aujourd'hui. En termes de prévention, eh bien, là aussi, beaucoup d'études avec des sous-groupes pour montrer que la prévention avec l'aspirine, le dipyridamol ou le clopidogrel sont efficaces, autant que pour les accidents ischémiques cérébraux de façon générale, et très peu d'études d'essais randomisés spécifiquement consacrés à ces maladies des petites artères cérébrales. Juste un petit mot pour vous montrer quand même qu'on peut, dans ces maladies, travailler aussi sur l'imagerie.
Et vous voyez ici qu'avant même qu'apparaissent les symptômes, on peut montrer que la réduction de pression artérielle ou le meilleur contrôle de la pression artérielle, et ceci a été fait dans l'étude 3C, eh bien, montre que ceux qui ont un contrôle tensionnel de meilleure qualité, on va avoir une progression de leurs lésions bien moindre que les patients qui ont une pression artérielle mal contrôlée au niveau du tissu cérébral. Et 2 mots pour vous parler du seul essai thérapeutique qui a été consacré donc, aux maladies des petits vaisseaux, dont les publications sont récentes. C'est Oscar Benavente du Canada qui a rapporté ces 2 études financées par le NIH. Alors l'une montrant que l'association aspirine plus clopidogrel n'apporte aucun bénéfice dans les maladies des petites artères cérébrales en prévention de l'accident ischémique cérébral. Cette association augmente même le risque hémorragique, donc n'est pas recommandée. Et la deuxième chose, c'est que malgré un contrôle tensionnel pendant 3 ans efficace, avec une réduction de la pression artérielle, eh bien, sur une cohorte de 2000, sur un essai de plus de 2000 patients, eh bien, on n'arrive pas à voir de différence en termes d'événements vasculaires cérébraux après 3 ans de suivi pour ces patients. On pourra en discuter ensuite. Alors, je reviendrai pour terminer sur ma diapo de tout à l'heure pour vous dire donc qu'il y a encore beaucoup de pistes de travail. Vous voyez que les facteurs génétiques, sur cet aspect-là, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et je fais l'introduction pour les prochaines présentations. De même pour les mécanismes moléculaires, les mécanismes des lésions du tissu cérébral. Vous voyez comment s'installent les lésions de la substance blanche. Quels sont les mécanismes de ces lésions? On ne sait pas bien encore. L'aggravation clinique, mais on commence à mieux comprendre grâce aussi aux maladies génétiques l'implication des différentes lésions du tissu cérébral au plan clinique. Et un élément important demain sera de mieux préciser le risque cognitif, le risque de déclin, le risque d'événement avec tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Alors il faut bien sûr continuer à travailler pour développer des thérapeutiques, des approches thérapeutiques. Et là, je pense que Anne va vous en dire beaucoup plus tout à l'heure. Et là aussi, il manque d'essais thérapeutiques consacrés à ces maladies qu'il faudra probablement mettre en place pour demain. Voilà. Merci de votre attention.